Notre émission spéciale, vous l'avez compris évidemment, elle continue. On va se projeter maintenant dans cette semaine décisive qui commence. Le gouvernement peut-il trouver une majorité de députés pour voter cette réforme? Première réponse grâce à Jonathan Dupriez. L'étape du vote au Sénat terminée, c'est une semaine à haut risque qui s'ouvre pour le gouvernement. Avec un premier obstacle à surmonter mercredi, la commission mixte paritaire. Au cours de cette réunion, 7 sénateurs et 7 députés doivent s'accorder sur une version commune du texte. Si un accord aboutit, c'est cette mouture de la réforme des retraites qui sera présentée jeudi au Sénat, puis à l'Assemblée nationale pour être votée par les parlementaires. Le gouvernement table ainsi sur un accord entre les deux chambres pour éviter de passer en force via l'article 49.3 de la Constitution qui reviendrait à adopter la réforme des retraites sans vote. Ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi? C'est on ne veut pas utiliser le 49.3. On n'a pas envie, on ne se réveille pas le matin en se disant tiens, on aimerait bien faire le 49.3. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on ne voit pas pourquoi il faudra utiliser le 49.3. Précisément parce Vous êtes confiant. Mais précisément parce que les LR du Sénat ont voté le texte. Mais problème du côté du Palais Bourbon. Sur fond de désaccords politiques internes, une partie des députés LR, des centristes, pourraient ne pas voter le texte. Or, Renaissance ne dispose pas de la majorité absolue pour adopter sa réforme sans ses forces politiques d'appoint. Le gouvernement, il a maintenant des heures difficiles devant lui parce que il doit s'assurer de sa majorité. Dans sa majorité relative, on sait très bien qu'un certain nombre de députés, légitimement, comme ailleurs, ont des états d'âme. Parce qu'eux aussi, ils regardent par la fenêtre, voient leurs électeurs qui défilent, et ils se demandent si il est bien pertinent de voter le texte. C'est la vie. La pression sera donc maximale sur les députés hésitants que le gouvernement essaie d'ores et déjà de faire rentrer dans le rang. Quant aux syndicats, ils sont toujours déterminés et appellent à une nouvelle journée d'action ce mercredi. De quoi marteler encore et toujours qu'une majorité de Français s'oppose à la réforme. Mais vous voyez bien que le match, il n'est pas fini. Je crois que les parlementaires ont une responsabilité. Ils ont, quand vous êtes au Parlement, vous représentez les gens qui vous ont élus pour le faire et que chacun et chacune des parlementaires est en face d'un choix de responsabilité. Des syndicats qui pourraient prolonger la mobilisation même en cas d'adoption de la réforme jeudi. De quoi empêcher le gouvernement de tourner la page d'une séquence très impopulaire. Notre édition spéciale consacrée à cette réforme des retraites votée, adoptée samedi soir au Sénat continue évidemment avec Béatrice Gibelin. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes directrice de la revue Hérodote et vous m'avez apporté, c'est mon cadeau du soir, le dernier numéro, le numéro du premier trimestre de cette année, géopolitique des ressources naturelles. Bruno Palier, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, directeur de recherche du SNRS, au Centre d'études européennes de Sciences Po, j'y arrive. Et je cherchais votre livre, auteur de Réformer les retraites, qui a été lui publié aux presses de Sciences Po. On le voit ici s'afficher. Et Bertrand Martineau, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Vous êtes économiste, spécialiste du marché du travail à l'Institut Montaigne et ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy. À l'Élysée, Guillaume Darey, évidemment, est resté à mes côtés. Rebonsoir Guillaume. Bonsoir. Béatrice Gibelin, vous nous avez dit en préparant l'émission que vous pensez que cette réforme des retraites, elle va passer. Pourquoi êtes-vous aussi sûr de vous? Non, je ne suis pas du tout sûr de moi. Prenons les paris. C'est exactement ça. J'ai dit, bon, on débat. Si c'est pour dire, je ne sais pas, je ne peux pas m'avancer. Bon, pour débattre, je pense qu'il faut avoir des positions. Alors, avec quels arguments? Celui peut-être que c'est quand même passé au Sénat, ce qui change un peu le rapport de force, néanmoins par rapport à l'Assemblée. C'est que le climat de l'Assemblée nationale poussé, j'allais dire, dans un esprit frondeur. Je pense qu'il est un peu passé. Je ne dis pas qu'il ne reviendra pas, mais ils n'ont pas beaucoup de temps pour se réchauffer les uns les autres, pour pouvoir aller contre. Je pense qu'il y a un enjeu aussi Retailleau-Ciotti. Parce que si Ciotti ne tient pas ses troupes à l'Assemblée, alors que Retailleau a tenu les siennes au Sénat, Ciotti se met, alors qu'il a gagné quand même la présidence du parti, il se met dans une position de fragilité. Parce qu'il ne tient pas ses troupes. Et Olivier Marleix non plus ne tient pas ses troupes. C'est jamais très bon de ne pas tenir ses troupes quand d'autres membres du parti, Gérard Larcher et Bruno Retailleau, eux, c'était plus facile au Sénat qu'à l'Assemblée, j'en conviens. Mais néanmoins, ça pose un peu ce rapport de force. Puis la troisième personne dont on ne parle guère,
c'est quand même Wauquiez. Et Wauquiez, lui, il a bien envie d'être le candidat de LR en 2027. Et je ne pense pas qu'il ait envie qu'on soit vraiment dans cette extrême difficulté, parce qu'il ne vote pas. Bon, on passera le 49-3, ça sera du ressentiment, mais ça sera surtout du ressentiment à gauche, et ce ne sera pas du ressentiment à droite. Donc les difficultés, elles seront là. Donc moi, je fais le pari qu'ils réussiront peut-être de justesse, peut-être... Alors, si on est à une voix près, il est évident que, comme vous savez, ça vient d'être dit, Elisabeth Borne ne prendra pas le risque. Mais si on est à 5, 6 voix, disons même allez, jusqu'à 10... on prendra le pari. Voilà pourquoi je vous ai dit ça. Bertrand Martineau, ça va se jouer dans les dernières heures. Il y aura un suspense jusqu'au bout. Première partie de la question. Et deuxième partie de la question, est-ce que Elisabeth Borne joue son avenir politique jeudi ? J'en sais rien, je ne suis pas commentateur politique. Je pense juste que, de toute façon, il y aura un dénouement soit par un vote, soit par un 49-3, et que dans les deux cas, ça ne changera rien. La loi sera votée, et en République, en général, les lois votées sont appliquées. Le seul exemple que je connais, c'est le cas du CPE. En 2007, qui a été, en 2006, qui a été promulgué, et contrairement à la lettre de la Constitution, qui est un français, en français, l'indicatif en droit est impératif, le président de la République n'a pas promulgué la loi. Voilà, c'est un cas unique, je crois, dans l'histoire de la Ve République. Et d'ailleurs, les syndicats en appellent à l'exemple du CPE, on le voit ces derniers jours. Voilà, mais enfin, on est dans une République avec un pouvoir législatif qui vote les lois, et le président de la République est lié, en fait, par le vote de l'Assemblée. Et même s'il n'y a pas eu vote et qu'il y a eu le 49-3, de toute façon, c'est exactement comme si la loi avait été votée de manière tout à fait régulière et constitutionnelle par le Parlement. Donc la question de savoir si le Premier ministre affaibli ou pas, vous savez, dans l'histoire de la Ve, le nombre de fois qu'on a passé des lois, même importantes, au 49-3, eh bien, il y en a des dizaines et des dizaines, et ça n'a jamais fait sauter un gouvernement. Ce qui peut faire sauter un gouvernement, c'est la Constitution, c'est que le gouvernement soit renversé par une motion de censure. Et là, bon courage, je ne suis pas sûr qu'il y ait une majorité de députés qui ont envie qui ont pris leur un risque individuel. Voilà, ça c'est encore autre chose. Voilà. Bruno Palier, l'usage du 49.3, ça aurait quelles conséquences dans la stratégie, la réaction de l'intersyndicale ? Voilà, c'est qu'on peut regarder le 49.3 à l'aune de la Ve République, des textes, de la tradition politique. Effectivement, Michel Rocard a fait passer des textes très importants, structurants au 49.3, mais on peut aussi l'analyser à l'aune du contexte politique actuel. Et comme vous dites, d'une intersyndicale qui fait monter les enchères sur la signification du 49.3, qui, quelque part, du fait du contexte, du fait de la mobilisation, du fait de l'opinion publique, ne prendrait pas le même sens que d'autres 49.3. Je reprends Rocard sur la CSG ou sur le RMI, c'était vraiment une façon de gérer une situation similaire, une majorité ric-rac relative, mais on n'avait pas une opposition aussi construite par l'intersyndicale, une signification aussi forte qui a été faite. Et de toute façon, moi je ne suis pas bookmaker, que vous ayez raison ou pas, ce qui est important aussi, me semble-t-il, c'est de penser aux conséquences politiques des 3 scénarios. Parce que je pense qu'on en discute 2, il y en a 3 scénarios pour cette semaine. Il y en a un, c'est voter sur un vote normal avec le pari, c'est le scénario roulette russe, c'est comme ça qu'il s'appelle. Le deuxième, c'est, comment ça s'appelle ? Grosse Bertha. Ça, c'est Bruno Retailleau, je crois, qui a sorti cette comparaison. Il y en a un troisième, c'est le retrait du projet. En réalisant que c'est beaucoup trop risqué politiquement dans les semaines et dans les mois qui viennent. Et je pense que c'est important et intéressant de mettre sur la table ce scénario-là. D'abord sur un point réaliste. Oui, si on se place du côté de l'exécutif. Voilà, justement, mais c'est de ça dont j'avais envie de parler là. Est-ce qu'Emmanuel Macron a déjà retiré des textes ? Bah oui. Sur la taxe carbone, sur la CSG pour les personnes âgées. Il n'a pas appliqué ce qu'il avait promis sur le glyphosate, sur le néo-quotidien. En fait, il y en a une dizaine comme ça. Est-ce qu'il est mort politiquement ? À ma connaissance, non. Il a été réélu. Il a relancé par un grand débat. Pourrait y avoir un grand débat sur le travail. Donc, ce scénario-là, il est parfaitement pensable s'il est calculé à l'aune du prix politique, du fait que la loi passe. Et ce prix politique-là, j'en ai déjà dit un mot sur ce plateau-là, il faut le mesurer pas seulement dans cette semaine, mais dans des semaines, dans les mois et dans les années qui viennent, c'est-à-dire les prochaines échéances électorales. Et notamment le poids du Rassemblement national. Voilà. Moi, c'est vraiment ce sur quoi je tiens à insister pour le mettre dans le débat. Nous avons, dans cette réforme,
vraiment une accumulation d'ingrédients dont la science politique a montré qu'ils nourrissent la montée des partis populistes de droite radicale. Alors ça, je vous redonnerai la parole là-dessus, parce que moi j'ai prévu qu'on y consacre un chapitre dans ce débat, mais sur l'hypothèse d'un retrait du texte, tiens, ça m'intéresse de vous entendre, Béatrice Gibelin. Moi, honnêtement, j'en doute fort. J'en doute fort parce que les exemples que vous avez cités de retrait n'étaient pas, j'allais dire, aussi emblématiques pour Emmanuel Macron, donc qui a fait de cette réforme des retraites un des seuls points un peu nets et clairs dans sa campagne électorale. Ce qui n'est pas le cas des autres cas que vous avez cités. Supprimer 120 000 postes de fonctionnaires, promesse de 2017. Abandonné. Abandonné. D'accord. Oui. Et un des rares abandons assumés d'ailleurs. Oui, mais complètement. Oui, mais ce que nous dit Béatrice Gibelin, c'est que la seule mesure que les Français ont peut-être retenue de cette seconde campagne présidentielle, c'était les retraites. Il se décrédibilise énormément. Et la suite sera vraiment pas facile, de mon point de vue, à gérer. On s'est quand même avancé, y compris en choisissant un débat contraint dans le temps au Parlement, en 50 jours. On a utilisé tout ce qu'on pouvait pour faire un vote bloqué au Sénat, pour pas perdre de temps. Enfin, vraiment, on a mouillé la chemise et on a pris des risques. Alors, moi, je serais quand même extrêmement étonnée, alors qu'on est à 3 jours de la fin, qu'ils puissent y dire, bon, bah, d'accord, ok, je mets les pouces, d'accord, je vous ai pas reçu, vous, l'intersyndicale, on arrête tout. Mais on arrête tout, et c'est trop important, on repart à zéro. Pour parler de crédibilité, c'est crédibilité aux yeux de qui ? Aux yeux de 70% des Français, aux yeux de 90% des actifs, c'est-à-dire quelle crédibilité vous voulez acheter. En tout cas, politiquement, c'est mort. Il n'y a pas de crédibilité. Il y a aussi acheter la crédibilité des marchés. Oui. Bah oui. Voilà. Et puis, je vous redonne la parole tout de suite. Mais il y a aussi, il ne faut jamais les oublier, il y a 30% des Français qui se disent toujours favorables à la réforme. Mais excusez-moi, vous savez qui sont. Vous le savez très bien qui sont les retraités, les cadres, les professions supérieures. C'est des gens qui ont toujours voté pour Emmanuel Macron et qui donc n'ont pas besoin de renforcer la crédibilité, ils le savent déjà. Donc oui, crédibilité vis-à-vis des marchés, on se tourne vers l'économie. Bertrand Martineau, vous vouliez intervenir. Je n'irai pas sur le terrain de la crédibilité, mais la question est relativement simple. Dans cette affaire de réforme des retraites, il n'y a quand même aucune surprise. Ça fait depuis des années qu'on sait que cette réforme qui s'annonce sera très impopulaire. Les sondages qui sont aujourd'hui sont exactement les mêmes qu'il y a 1 an et les mêmes qu'il y a 2 ans. Donc je fais l'hypothèse raisonnable que le président de la République et le gouvernement n'ont pas découvert à l'occasion de la réforme que cette réforme était très impopulaire, et s'ils avaient voulu ne pas la faire, ils ne l'auraient pas faite, plutôt que de la faire jusqu'au bout, jusqu'à 3 jours avant le vote d'une loi, et ensuite de le retirer à ce moment-là. Enfin, ça me paraîtrait quand même assez bizarre. Sauf, évidemment, un incident gravissime, une affaire Malik Oussekine, voilà, un drame évidemment. Mais ça, là, on n'est plus dans la projection. Là, on est dans l'incident, le drame absolu. Donc on rappelle Malik Oussekine qui avait été tué par une brigade de voltigeurs lors d'une marche d'une manifestation contre la loi de Devaquet, 86. Même s'il n'y a pas eu de drame dans le CPE, il y a eu les jeunes dans la rue. Et là, les jeunes, pourtant, c'est pas faute que certains aient essayé de les manipuler. Les lycéens ou les collégiens ou les élèves d'école primaire ne sont pas descendus dans la rue. Vous exagérez un peu. Ah, pas tellement. Non, on n'en était pas loin. Certains auraient bien été jusqu'à l'école primaire, je crois. Ouais. Mais bon, peu importe. Ça n'a pas fonctionné. Bon, c'est comme ça. Voilà. À partir du moment où les jeunes ne sont pas dans la rue, voilà, oui, la réforme est très, très impopulaire. On le savait. C'est parfaitement assumé. Et voilà. Sur l'absence de réponse d'Emmanuel Macron à la demande de rendez-vous de l'intersyndicale qui disent bon, il avait le choix entre deux mauvaises solutions. On nous a pas laissé négocier, on nous a pas consulté, etc. Il avait le choix entre 2 mauvaises solutions. C'est les recevoir et ne rien dire parce que la concertation a déjà eu lieu, elle a échoué. La négociation, c'est trop tard de toute façon. Donc c'était à la sortie, il aurait eu droit à il nous a méprisés. Et puis la deuxième mauvaise solution, c'est je ne les reçois pas et il nous méprise. Donc de toute façon, il n'y avait pas de bonne solution. Mais les recevoir, parmi ces 2 mauvaises solutions, je pense que les recevoir et ne rien avoir à leur dire, c'était peut-être encore parmi les 2 pires, c'était peut-être la pire de la pire. Ce qui est certain, c'est que dans le fait d'un gouvernement qui a peu de probabilité de retirer cette réforme à 3 jours du vote, c'est que tous les ministres vous disent que, bien sûr, ils savent depuis longtemps l'impopularité de cette réforme, mais que quasiment le seul indicateur qu'ils regardent dans les études d'opinion,
c'est est-ce que les Français ont la certitude que cette réforme va se faire. Et que les Français sont majoritairement opposés. Le fatalisme. Quoi. Mais ils sentent et ils disent majoritairement qu'ils pensent que cette réforme va se faire. Oui. Et c'est cet indicateur qu'ils ont surveillé parce qu'ils disent qu'effectivement, dès qu'une brèche est ouverte dans un possible retrait de la réforme, eh bien, et qu'on voit que les Français ont le sentiment que peut-être la réforme ne va pas se faire, c'est là qu'il peut y avoir un embrasement social. Moi, je suis tout à fait d'accord et je pense que la seule possibilité pour le président de la République, c'était de montrer sa détermination. Alors, en plus, il aime ce genre de risque, il aime ce genre de solution. Ça lui fait pas peur, d'une certaine façon. Donc, il va au feu et il va oser aller jusque-là. Et je pense que cette détermination contribue à désamorcer une forme de mobilisation. Le moindre possibilité de faiblesse, le moindre coin qu'on puisse enfoncer dans cette solidité, on ira au bout, redonne du carburant à la mobilisation de façon massive. Donc on joue d'une certaine façon un peu son va-tout, on est au poker, mais moi, je continue à penser que ça peut passer. Alors, on va parler avec vous, Guillaume, des stratégies à la fois de l'intersyndicale et du gouvernement là, dans les jours qui viennent. Évidemment, il y a cette question d'obtenir une majorité à l'Assemblée, du nombre de députés LR qui pourraient voter ou pas la réforme. La Première ministre, elle a convoqué plusieurs de ses ministres hier après-midi à Matignon. Voilà ce qu'en dit Bruno Le Maire. C'était ce matin sur France Info sur la stratégie adoptée. Il faut que nous mettions toutes nos forces dans la bataille pour la majorité cette semaine, pour dégager une majorité à l'Assemblée nationale. Il faut d'abord que la majorité fasse bloc. Et quand je vois les déclarations de François Bayrou, le patron du MoDem, de Stéphane Séjourné, le patron de Renaissance, je n'ai aucun doute que la majorité fera bloc, qu'il s'agisse d'Horizon, de Renaissance ou du MoDem. Alors Guillaume, on parle des deux stratégies. Celle du gouvernement, ça vaut pour les deux, ça s'appelle la méthode Coué, Thomas. Et quand on regarde, ça en tête, c'est drôle. Les syndicats, effectivement, reconnaissent quand même depuis plusieurs jours, quand vous échangez avec eux, qu'ils sont dans une position délicate, en tout cas dans une situation difficile. L'un des leaders syndicaux me disait ce week-end, on est dans une phase très compliquée, il faut l'admettre, d'autant plus qu'effectivement, un peu comme en sport, ils ont un peu l'impression de boxer dans le vide, avec effectivement cette demande d'être reçu par Emmanuel Macron, qui n'a pas été satisfaite. Ils ont du mal à trouver finalement la juste stratégie. Et ils m'expliquaient qu'effectivement leur stratégie, par cette demande, c'était d'essayer de faire descendre Emmanuel Macron dans l'arène et que donc, ils déplorent un peu de ne pas y être parvenus. Cette méthode Coué, d'autant plus que le gouvernement, lui de son côté, n'a pas l'intention de changer de stratégie, c'est-à-dire de continuer à banaliser en quelque sorte la mobilisation sociale pour essayer d'emporter la bataille parlementaire, même si effectivement, c'est ce qu'on dit, cette bataille parlementaire reste encore très incertaine. Et alors, on va détailler les deux possibilités qui sont presque aussi risquées l'une que l'autre pour Elisabeth Borne. Alors c'est ce qu'on disait un instant sur la réception par le chef de l'État des syndicats, là c'est un peu pareil, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise solution, il y a des risques dans les deux. C'est vrai qu'Elisabeth Borne, y compris lors de cette réunion hier à Matignon où elle a réuni plusieurs membres de son gouvernement, l'a redit en privé et même après en public, c'est que elle ne souhaite pas, effectivement, employer le 49.3. Alors, méthode Coué, oui, mais aussi parce qu'il y a des conséquences politiques qui seraient importantes pour elle. Évidemment, ce serait d'abord son échec à elle, parce on dira qu'elle a été incapable de construire une majorité sur ce texte, parce que quand même, ça compliquera un peu politiquement la suite du quinquennat d'Emmanuel Macron, même si le 49.3, c'est parfaitement légal, c'est parfaitement constitutionnel. Effectivement, il y a toujours cette image de brutalité. Et puis parce que, c'est ce que vous disiez, le gouvernement craint un peu quand même que ça redonne un peu de carburant aux syndicats qui sont dans une passe difficile. Donc ça, c'est l'objectif d'Elisabeth Borne. Mais il y a autre chose qui va probablement peut-être s'imposer à elle, c'est ce qu'on appelle le principe de réalité. Parce que les calculettes sont de sortie, les téléphones portables chauffent, c'est ce que me disait un leader de la majorité depuis hier. Et pour l'instant, quand ils font les comptes, eh bien tout simplement, ils n'arrivent pas à savoir s'ils ont une majorité. Donc, est-ce qu'à 5 voix près, à 10 voix près, Elisabeth Borne prendra ou non le risque d'un vote classique? Thomas, il y a quelque chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est que la personne qui se trouve au palais de l'Élysée, Emmanuel Macron, ce qui lui importe, c'est une seule chose, c'est que cette réforme soit votée aujourd'hui, et quelle que soit la méthode. Ouais. Donc vous ne croyez pas du tout à un retrait, pour reprendre ce que disait Bruno Palier tout à l'heure, vous n'y croyez pas. Bruno Palier, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, mais vous dites qu'une réforme des retraites coécrite entre le gouvernement et les LR, imaginons qu'elle soit votée, avec des députés LR suffisamment nombreux, vous dites que ce serait quand même une victoire en trompe-l'œil. Pourquoi ?
On utilise une métaphore du feu, là. Donc, Emmanuel Macron joue avec le feu et disons, ça passe, les gens sont résignés. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a des braises qui couvent et elles n'attendent qu'une chose, c'est de se réactiver. Donc, on va quitter la métaphore, on va faire de l'analyse. Qu'est-ce qui alimente le ressentiment social, le ressentiment politique qui débouche sur la montée des partis populistes d'extrême droite dans tous les pays d'Europe ? Alors, le premier point à rappeler, c'est que la France n'est pas immune. Vous savez qui était au second tour des 2 dernières élections présidentielles. Vous savez qu'il y a 89 députés. Donc, on raisonne non pas sur un scénario science-fiction pour dans 25 ans, on parle de 2027. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un des ressorts majeurs du vote pour ce type de parti, il est de dire ils ne nous écoutent pas. Je ne veux pas forcément en passer par là, mais il n'y a pas d'autre voie possible. Il n'y a pas d'autre moyen de se faire entendre que de voter pour ces gens-là, puisque les autres, on n'arrive pas à se faire entendre. Donc on est typiquement dans ce type de scénario. Quoi que vous disiez, des sondages à 70%, 90%, plusieurs millions, etc., je passe, ok. Donc le message, c'est que je n'ai pas d'autre alternative que cela pour le faire. Deuxième chose, qu'est-ce qui alimente la montée du rejet des élites ? Ils nous mentent. C'est un ressort vraiment très habituel que l'on trouve dans beaucoup d'analyses. Bon, voilà, qu'est-ce qui s'est passé sur les 1 200 € et sur un certain nombre d'autres choses. Pas moi qui vais le qualifier de mensonge, mais beaucoup de gens le comprennent comme cela. Et plus fondamentalement, si on regarde le contenu de la réforme des retraites, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez une réforme qui est parfaitement comprise, et qui va s'appliquer, si elle s'applique, à partir de septembre. Donc c'est pas un machin de... vous voyez, en 1993, ça se terminait en 2005. C'est septembre, et les gens, ils repoussent de 3 mois, 1er janvier 2024. En 2024, ils doivent travailler 6 mois, 3 mois, 6 mois de plus. Donc c'est très concret, et il y a des... moi j'ai fait le calcul, plus de 3 millions de personnes qui vont être concernées d'ici 2027. Donc ça fait un petit peu de monde. Je rappelle, il y a 5 millions d'écart de voix entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Donc c'est quelque chose de très concret qui change la vie des gens. Les gens ne sont pas d'accord pour que ça s'applique à eux. Qui plus particulièrement va être touché ? Donc pas les cadres, pas les électeurs, les 30% dont on parlait tout à l'heure. Les plus modestes ont reçu quelque chose, même s'ils ne sont pas gâtés par le système de retraite. La moitié des personnes les plus modestes doivent attendre 67 ans. C'est les classes moyennes en déclin, pour le dire comme ça, qui sont celles qui vont être les plus impactés. Et qui était déjà un peu l'électorat, pas seulement entre guillemets naturel, ou en tout cas recherché par Marine Le Pen. Pas naturel, c'est le nouveau. C'est ça la grande nouveauté d'il y a 10-15 ans, dans tous les partis européens, mais c'est là où il y a un réservoir. Voilà, moi ce que je veux dire, c'est que l'analyse nous montre qu'il y a de la braise et que ça peut ressouffler et qu'il faut peut-être mettre ça dans le débat. Réfléchir aux différentes options. Et on continue de l'analyser dans ce débat. Et d'ailleurs, je vous propose d'écouter la réaction du président du Rassemblement national. C'était hier sur France Inter à propos du 49.3 et de ce qui va se passer à l'Assemblée là dans les jours à venir. Je veux dire ce matin, ce midi en tout cas aux Français qui nous écoutent que en l'état actuel des choses, rien n'est fait et que même si la commission mixte paritaire compte en son sein très peu d'opposants à la réforme des retraites, puisqu'il y aura, je crois, que 4 ou 5 personnes qui seront critiques de ce texte de loi, il y aura un vote très important à l'Assemblée nationale et 49.3 ou pas, je pense que nous pouvons encore éviter le pire. Le pire serait évidemment l'adoption de ce texte de loi qui va cibler le travail et qui va notamment cibler les Français les plus modestes. Bertrand Martineau, je vous voyais prendre des notes pendant que Bruno Palier faisait sa démonstration. Est-ce que vous êtes aussi, est-ce que vous projetez aussi loin ? Parce qu'on peut se dire c'est dans 4 ans. Ah non, 4 ans, c'est demain, il n'y a pas de sujet. Moi, je suis d'accord à peu près avec cette analyse. Effectivement, il y a un sujet classe moyenne, parce qu'effectivement, les cadres sont moins touchés, et les classes les plus populaires sont moins touchées également. Voilà. En fait, c'est effectivement un peu les deux. Alors, typiquement, c'est un peu les enseignants, par exemple. Voilà. Eux, ils se prennent effectivement essentiellement les 2 ans. Je rappelle quand même, en moyenne, c'est un chiffre qui est pourtant officiel et public, qu'en moyenne, par rapport à la réforme Touraine et à l'horizon 2030, l'impact de la réforme, c'est 9 mois de travail supplémentaire. C'est pas non plus la fin du monde. Mais derrière cette moyenne de 9 mois, 7 mois, très exactement, 7 mois. Mais derrière cette moyenne, effectivement, vous avez des gens qui perdent beaucoup, puis des gens qui perdent peu. Donc il y a effectivement un sujet classe moyenne probablement. Cela étant, on peut quand même se demander si l'élection de 2027 va se jouer sur un sujet qui serait par exemple les retraites, ou s'il ne va pas se jouer sur un mécontentement beaucoup plus large
et qui dépasse très, 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 très largement le problème des retraites. Enfin, cette question des retraites, c'est un symptôme, fondamentalement. Je veux dire, les gens ne vont pas faire une guerre civile pour les retraites, c'est pas vrai. Le sujet, il est beaucoup plus profond que ça. C'est des questions de pouvoir d'achat, c'est des questions d'immigration, des questions de sécurité, le sentiment d'un déclin du pays, la désindustrialisation, etc. Enfin, l'abandon d'un certain nombre de territoires. Enfin, je donne des banalités énormes. Et un des aspects de ce déclin, c'est que nous ne sommes plus capables de nous payer, compte tenu des évolutions de la productivité, etc. Nous ne sommes plus capables de nous payer. C'est un des symptômes du déclin, le système de protection sociale qui était le plus généreux de la planète quasiment. Voilà. Et donc cette réforme, il faut la faire pour éventuellement continuer de pouvoir se payer ça. Je ne sais pas quelle est la réussite. Je ne suis pas un homme politique. Simplement, je pense que la solution, évidemment, de toute réforme impopulaire, c'est une porte ouverte, j'enfonce des portes ouvertes, désolé, mais toute réforme impopulaire renforce les populistes. Bah oui, une fois qu'on a dit ça, bah oui, c'est vrai. Bon, c'est pas. Et donc ça veut dire qu'il ne faut pas pour autant. C'est pas pour autant qu'on doit laisser les finances publiques complètement dérivées. Donc attaquons les autres problèmes, attaquons les problèmes effectivement de pouvoir d'achat, réglons les problèmes d'immigration, réglons tous ces problèmes-là qui vont être des sujets de 2027. Mais on ne peut pas dire non plus que tout va se jouer sur les retraites et que la retraite c'est le point nodal de tout l'équilibre politique français. Il y a bien d'autres sujets qui vont jouer probablement. Alors il y a un gros sujet que vous n'avez pas mentionné, c'est le travail. Et il se trouve que les mobilisations c'est sur le travail, les conditions de travail, l'intensification du travail, le sentiment de perte de lien de travail, de sens, de participation aux décisions, etc. Donc ça, c'est le gros sujet qui a permis de révéler la mobilisation, les enjeux. Et ce que montrent pas mal d'études de sciences politiques, c'est qu'en fait, un des ressorts du vote ouvrier, du vote employé pour ces partis populistes de droite radicale, c'est le sentiment d'être traité comme un simple numéro dans une entreprise, c'est le sentiment de ne plus participer au collectif de travail. Ça, c'est un ressort très fort. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, non, bien sûr, une élection ne se fait pas sur un seul enjeu. Par contre, qu'est-ce qui alimente le feu ? Enfin, puisqu'on a cette métaphore. Et moi, je pense qu'on peut montrer, j'ai essayé de le montrer dans mon bouquin, dans différents écrits, que les réformes des retraites, en particulier quand elles font l'objet de débats et de mobilisation, sont extrêmement saillantes. C'est la notion de saillance en sciences politiques. Et donc, ça compte. On s'en rappelle. Alors, je peux vous citer Juppé, 95-97, je peux en citer d'autres, mais j'aimerais bien citer une, c'est l'Italie. Réforme Fornero de 2011 imposée clairement, là, pour le coup, par Bruxelles, c'est dit par le gouvernement. 2018, la 5 étoiles et la Lega mettent dans leur programme et mettent beaucoup en avant le fait qu'ils vont revenir en arrière sur cette réforme-là. Ils l'ont fait, bien sûr. Si, ce qu'ils ont fait. Ils ont fait la règle descente, mais bien sûr qu'ils l'ont fait. Ils ont fait la règle descente qui fait que beaucoup de gens ont pu partir plus tôt que les 66 ans et demi annoncés. Pour laquelle, je crois, Mélanie est en partie revenue. Oui. Sur certains aspects. Elle essaye de monter à 101, 102, 103. Oui, le risque du populisme, il est là, il est tout à fait sérieux. Et c'est pas parce qu'on dit qu'ils vont aller jusqu'au bout qu'on n'est pas conscient du risque peut-être d'une victoire de Marine Le Pen. D'autant plus que le Rassemblement national joue avec un certain savoir-faire dans les débats. On ne sait pas très bien ce qu'ils feraient à la place. Ils disent pas grand-chose. Mais en tout cas, c'est pas eux qui ont, je vais prendre une expression, mis le bazar à l'Assemblée nationale, et que Bardella s'est exprimé avec un peu de retenue. Il en rajoute pas trop. Marine Le Pen sur France Inter, idem, très très bien. Donc tout ça leur donne une image de crédibilité pour pouvoir gouverner. Donc déjà, on est dans une situation, là je suis tout à fait d'accord avec vous, où il y a un risque majeur. Mais est-ce que pour autant, mais je vais vous laisser la parole, est-ce que pour autant il faudrait ne pas faire une telle réforme à cause de ce risque ? Mais est-ce qu'on est obligé que la réforme soit... Alors, mais vous allez retrouver la parole dans un instant, je pose la question à Béatrice. Là, je reviens sur le fait, en disant on est tellement engagé, il fallait peut-être pas la faire, mais ça y est, on est parti, on l'a fait pour des marchés financiers. Il fallait impérativement montrer qu'on prenait les choses en main. Les taux d'intérêt, quand on emprunte, commencent à monter. Il fallait essayer de calmer le jeu. Moi, je reste convaincue que c'est un des moteurs importants pour lesquels on a fait cette réforme. Mais je voudrais dire aussi que, on peut toujours tirer des plans sur la comète, que la seule qui sera encore candidate, c'est Marine Le Pen. C'est-à-dire que Macron ne sera plus
candidat, ce sera nécessairement quelqu'un d'autre. S'il était encore candidat, on pourrait continuer à focaliser sur lui, l'opposition. C'est encore lui. Lui, il va être retiré du jeu. Celle qui va rester, c'est effectivement Marine Le Pen. Et idem du côté de l'intersyndicale. Vous perdez vos 2 grands leaders syndicaux au printemps, tant Laurent Berger que Philippe Martinez. Et là, on va avoir des figures nouvelles. Et je pense que ça peut aussi, la rancœur sera là, le ressentiment sera là, la colère sera toujours là, mais on n'aura pas les mêmes interlocuteurs. Et sur la discussion du travail, c'est le dernier point que je voudrais soulever, pourquoi ne partons jamais de l'attitude du patronat dans la façon dont il gère ses salariés et ses employés? Je veux dire, on réclame de l'État de régler ce problème, mais bon sang de soir, on peut peut-être aussi s'interroger sur comment les patrons gèrent leur propre personnel. Est-ce que si ce sentiment de mépris, de non-sens au travail, mais c'est aussi au patronat qu'il faut poser la question. Vous remarquerez qu'il est très discret. On n'a quasiment pas entendu durant cette réforme. Allez, il y a encore beaucoup de thèmes à aborder, donc je vous propose de parler maintenant de la commission mixte paritaire, parce qu'on essaye de se projeter dans les enjeux de cette semaine. Je propose à Steve Jourdain de nous rejoindre tout de suite. Rebonsoir Steve. Bonsoir. Donc la CMP, la commission mixte paritaire, qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de partie de pêche pour Elisabeth Borne. La Première ministre tente actuellement d'appâter, d'attirer, de convaincre les élus qui participent à cette commission. Oui, parce que les contours définitifs de cette réforme doivent être précisément déterminés dans cette CMP. Très concrètement, la CMP, c'est une commission qui est composée de 7 sénateurs et de 7 députés. On va voir la liste des noms s'afficher. Côté Sénat, on trouve Catherine Deroche, présidente LR de la Commission des Affaires sociales, René-Paul Savary, rapporteur LR de la réforme, Philippe Mouillet, président LR de la Commission des Affaires sociales, Elisabeth Doineau, rapporteur général de la Commission des Affaires sociales, c'est une centriste, les socialistes Monique Lubin et Corinne Ferré, ou encore Xavier Iacovelli pour la majorité présidentielle en font également partie. Ils ont rendez-vous mercredi à huis clos dans une salle de l'Assemblée nationale. Que va-t-il se passer dans cette salle ? On aimerait bien savoir. Tout ce beau monde va tenter de se mettre d'accord sur un texte commun, c'est-à-dire que théoriquement, chaque parti, chaque groupe doit faire des compromis. On peut imaginer qu'il en sortira quelque chose, puisque les LR et Renaissance sont majoritaires dans cette réunion et ils sont tous favorables à la retraite à 64 ans. Mais attention, il y a des lignes rouges de part et d'autre. Écoutez, Bruno Retailleau, c'était hier. Je suis confiant, simplement, je dis à la majorité présidentielle comme au gouvernement que le Sénat ne laissera pas piétiner ses acquis. Alors, dans le détail, quelles sont ces lignes rouges ? Elles sont au nombre de 3. On l'a dit, les sénateurs sont favorables à la retraite à 64 ans, mais ils souhaitent imposer quelques apports et quelques modifications au gouvernement. Ils veulent mettre en avant notamment la question des mères de famille. Le Sénat, on le rappelle, a voté pour une surcote de leur pension de retraite. Exigence aussi en matière de travail des seniors. Les sénateurs se sont prononcés en faveur de la création d'un CDI pour les plus âgés qui seraient au chômage. Enfin, sujet qui revient souvent ici à la Chambre haute, les élus souhaitent muscler le dispositif contre la fraude aux allocations sociales. Autant de mesures, de questions qui feront débat, Thomas, mercredi lors de la CMP. Et après mercredi, c'est la grande question. Si la CMP est conclusive, c'est-à-dire qu'un terrain d'entente est trouvé entre députés et sénateurs, l'accord sera examiné jeudi matin, 9h au Sénat pour un vote final sur le texte. Le texte passera ensuite à l'Assemblée nationale à 15h. C'est là que politiquement le gouvernement va jouer très gros, puisque si aucune majorité de députés ne se dessine, Elisabeth Borne pourrait avoir recours à l'article 49.3 dont vous avez déjà parlé tout à l'heure, Thomas. Merci beaucoup Steve Jourdain pour toutes ces explications. Votre expérience de cabinet présidentiel, une CMP, alors c'est beaucoup plus facile quand on tient sa majorité. Il peut y avoir des surprises là en commission mixte paritaire. C'est plus facile surtout quand l'Assemblée nationale et le Sénat sont de la même couleur. C'est ce que je voulais dire. Oui, mais alors c'est très bien parce que cette réforme elle fait faire du droit constitutionnel, elle fait faire plein de choses. Elle va peut-être même finalement obliger les partenaires sociaux à réfléchir à la question de l'emploi des seniors. Aussi. Donc elle a des effets positifs finalement, parce que la question de l'emploi des seniors, c'est un sujet qui doit se traiter non pas au niveau
national et interprofessionnel, mais au niveau des branches professionnelles et des entreprises, par métier. Alors, oui, mais c'était pas au gouvernement de mettre ça sur la table avant de faire voter une réforme sur le repoussant l'âge légal. Explique, il faut juste que le dialogue social s'en empare, et le dialogue social en France est un des problèmes que nous avons. Et on peut toujours sauter comme un cabri en disant le travail. Oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Derrière la question des retraites, entre autres choses, il y a la question du travail. Bon, mais la question du travail, ça se règle pas par la loi. C'est-à-dire qu'autant la retraite, c'est une question de loi, c'est un sujet macro-financier, et que c'est un cadre. Ensuite, effectivement, le travail des seniors et le travail de manière générale, c'est des questions qui doivent se traiter par le dialogue social au niveau des branches et des entreprises. Alors j'insiste sur la question des branches parce qu'il y a des questions de métiers. Et les métiers, c'est souvent des branches. C'est au niveau de la branche du transport routier, vous avez de la pénibilité dans le transport routier. Vous avez des pénibilités comme aide-soignant, c'est dans les branches du secteur de la santé, etc. Donc il y a des choses à faire, et c'est là qu'il faudrait que les partenaires sociaux récupèrent finalement le bébé et négocient dans ces branches, quitte à créer effectivement des dispositifs de branches pour de la transition emploi-retraite, le passage à temps partiel, des aménagements de postes, des choses comme ça. Bruno, comme font les autres pays. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Est-ce que finalement les partenaires sociaux ne se sont pas suffisamment saisis de cette question ? Alors, clairement, on discute de l'emploi des seniors en France depuis la réforme Balladur de 1993. Mais la façon dont on en discute, et ça, c'est pas que les partenaires sociaux, c'est les experts, c'est les gouvernements, est une façon particulière d'en discuter, c'est-à-dire on en discute par la négative, c'est-à-dire qui a des emplois pénibles et comment on fait pour les faire partir. On ne se pose pas la question de comment on fait pour rendre les emplois moins pénibles. Et là, vous dites, ça relève des branches. Moi, les comparaisons internationales me disent qu'on peut aussi avoir des incitations nationales, des grands plans nationaux. Donc, vous connaissez l'exemple de la Finlande, où il y a un objectif qui est assigné pour tout le monde, qui est porté par le gouvernement, mobiliser les seniors comme un trésor national, c'était l'expression, mettre les moyens aussi de subventions ou de soutien aux formations pour les seniors, soutien à l'amélioration des conditions de travail. C'est donner des signaux, donner des moyens, ce qu'on n'a pas fait au gouvernement. On peut être étonné, vous dites ça, mais la France, c'est quand même un pays où l'État joue un rôle assez important, donc il pourrait donner les choses. Et du coup, ça m'amène à un point que je voulais dire. Vous dites, bon, oui, c'est comme ça, hein, voilà, une réforme impopulaire déclenche du populisme. Qu'est-ce qui oblige les gens à faire en sorte que la réforme des retraites soit impopulaire ? Là encore, les réformes. En Finlande, quand ils ont réformé les retraites pour faire pousser l'âge, ils se sont demandé comment je rends cela acceptable par les seniors, par les syndicats. Qu'est-ce qu'ils demandent ? Qu'est-ce que je mets sur la place ? Je négocie. Quand en Suède, ils font une réforme beaucoup plus dure que chacune des réformes qu'on a faites, 10 ans de négociation pour rendre la réforme acceptable. Une réforme des retraites n'est pas en soi. C'est quoi ? On ne sait pas faire, en fait. Non, on ne sait pas faire. On n'a jamais su faire, ça. Mais on ne cherche pas à le faire. On ne se pose pas. C'est quoi, c'est une question de mentalité, de culture, de la négociation ? Une question quand même de la monarchie constitutionnelle. C'est de dire il faut prouver qu'on a des muscles. Donc la réforme de Nicolas Sarkozy de 2007 ou 2010, enfin de 2007 en tout cas, c'était clairement ça. Ouais. Là, Emmanuel Macron a investi le même enjeu, donc de montrer qu'il était bien le roi. Voilà, on est à Public Sénat. Est-ce que c'est encore d'actualité de se poser ce genre de questions et ne pas chercher ? Et vous dites c'est de la faute aux partenaires sociaux, c'est de la faute à un tripartisme qui n'arrive pas à vouloir partager des décisions, donc l'honneur des décisions réussies, parce qu'on est encore sur ce genre de choses, alors que la question c'est quand même, comme vous dites, la prospérité, c'est quand même le bien-être au travail, c'est quand même avancer ensemble. Très vite, Béatrice Gimelin, j'ai encore un dernier thème à aborder. Oui, moi je pense que la faiblesse du syndicalisme en France est aussi un des facteurs explicatifs de cette difficulté au tripartite. C'est-à-dire, c'est un rapport de force aussi pour négocier. Le syndicalisme en Suède, le syndicalisme au Danemark, le syndicalisme en Finlande, c'est tout à fait autre chose. Allez, quoi, on est un petit peu en dessous de 10% de gens syndiqués en France. Ça ne vous crée pas un rapport de force pour se faire clairement entendre dans un pays où la tradition du consensus est effectivement assez peu partagée. Alors justement, on va parler pour terminer de la stratégie de l'intersyndicale et je vous propose d'écouter tout de suite la réaction de Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. C'était samedi dans la manifestation sur la suite du mouvement. Voilà ce qu'il dit. Je vais être très clair, la CFDT, elle respectera toujours la légalité. C'est dans nos gènes. La légalité, c'est le vote au Parlement, c'est y compris le 49.3 qui serait une forme de vice démocratique sur cette réforme, mais on ne pourra pas dire que c'est illégal. Mais le problème, ce n'est pas la légalité seulement dont il sera question, c'est la cohésion sociale de notre pays dont il va être question dans les semaines à venir.
Et donc là, on en discutera mercredi soir en intersyndical. Et j'implore, d'une certaine manière, je demande à ceux qui dirigent ce pays de sortir de cette forme de déni du mouvement social. Et je vous conseille de lire un article intéressant dans Les Échos ce matin, signé Cécile Cornudet, qui nous dresse le portrait d'un Laurent Berger un peu bloqué entre l'ADN de la CFDT réformiste ouverte aux négociations et la tentation d'une radicalisation, on peut employer ce terme-là, face au silence de l'exécutif. Bertrand Martineau, comment vous l'analysez ça? Si on se projette sur ce que vous nous disiez, c'est-à-dire il faut qu'on lance des négociations sur le sens du travail, sur l'emploi des seniors en France, etc. Comment faire si un syndicat comme la CFDT veut plus forcément venir à la table après la séquence qu'on est en train de vivre? Alors d'abord, je pense que Laurent Berger est dans son rôle et il peut difficilement tenir un autre discours. Je veux dire, les syndicats, parmi les critères de la représentativité salariée, il y a le respect des valeurs républicaines. Bon, faire bloquer le pays pour ne pas appliquer une loi qui a été votée, c'est d'une grève insurrectionnelle. On est dans d'autres choses et c'est pas effectivement la culture de la CFDT. Et je pense que au niveau des dirigeants, d'ailleurs, les autres syndicats suivront le même chemin. Donc, c'est pas étonnant de la part de Laurent Berger, c'est tout à fait normal. Bon. Donc, à partir de là, ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'il y a eu cette affaire des retraites, que les syndicats, et en particulier la CFDT, vont poser le stylo et ne vont plus vouloir négocier sur quoi que ce soit. Parce qu'il y a plein de choses à venir dans l'agenda. Alors, on parlait des sujets, effectivement, de pénibilité. Je reviens sur les sujets de branches professionnelles. Je ne dis pas du tout que les partenaires sociaux sont responsables de la situation. Je dis juste que c'est vrai que, jusqu'à présent, les négociations sur l'emploi des seniors, sur les aménagements de fin de carrière, etc., on ne peut pas dire que ça a été au centre de l'agenda social quand même, parce qu'il y avait un consensus finalement pour éliminer, pour se débarrasser des seniors le plus vite possible. J'entends ce que vous dites sur la volonté, on va dire, des syndicats de participer, mais Guillaume Darey, ils sortent de cette, enfin, on ne sait pas tout à fait terminé, hein, on ne sait pas ce qui va se passer, mais ils peuvent sortir de cette séquence retraite quand même avec un lien, on l'évoquait tout à l'heure, qui est quasi rompu avec l'exécutif. Et donc, ce que vous avez entendu dans des discussions avec des leaders syndicaux, c'est peut-être qu'ils vont avoir du mal, il ne faut pas compter sur nous. Quoi, il ne faut pas compter sur nous, il ne faudra pas venir nous chercher. Alors ça sera peut-être dans un premier temps, effectivement, peut-être que dans un second temps, ils reviendront. Mais c'est une préoccupation qu'on n'entend pas, une inquiétude pas que du côté des leaders syndicaux, c'est une inquiétude qu'on entend, y compris chez certains ministres. Bien conscient, effectivement, de la colère qu'il y a sur la question du pouvoir d'achat ou sur d'autres domaines. Et quel est le discours qu'on va pouvoir tenir, quel est le discours que le gouvernement va pouvoir tenir après cette réforme des retraites, si elle est adoptée, pour montrer qu'il entend cette colère en matière notamment de lutte contre l'inflation, en matière de pouvoir d'achat, et comment on réessaye de mettre les syndicats autour de la table. Mais il y a un ministre qui me disait, moi je n'exclus pas que pendant 3 ans, on n'ait plus la CFDT autour de la table. Alors c'est peut-être une façon de taper un peu fort pour provoquer un électrochoc, mais il y en a quand même un certain nombre qui sont inquiets de la méthode dont ça s'est fait. Béatrice Gibelin, sur la suite du mouvement, cette semaine, peut-être que la loi sera adoptée, on verra bien sous quelle forme. Quelle peut être la suite du mouvement Est-ce qu'il y a un risque, par exemple, que le mouvement échappe aux syndicats ? Je n'y crois pas vraiment. Vous n'y croyez pas? Non, je n'y crois pas vraiment. Je reviens sur toujours ce même sondage, c'est-à-dire que 70% des Français pensent que cette loi sera votée, ou le 49.3, et de toute façon qu'elle sera appliquée. Donc, dans leur tête, voilà, on n'aura pas gagné. Et je pense que pour les syndicats et pour les leaders syndicaux qui ont fait de 62 ans la ligne rouge, à partir de laquelle ils n'ont plus voulu bouger, les mettent eux aussi dans une situation qui peut être perçue comme une situation d'échec. Alors ça peut avoir des effets extrêmement négatifs. Des gens disent on nous écoute pas, c'est n'importe quoi. Alors il y a que la violence pour se faire entendre, comme les Gilets jaunes l'ont fait. Eux, ils ont eu 12 milliards. C'est d'ailleurs totalement le discours de Laurent Berger, qui dit on réunit 1 million de personnes dans la rue, quasiment sans aucun problème, quelques débordements mineurs. Nous n'obtenons rien là où les autres ont obtenu 13 millions. Tout dernier mot, l'émission se termine. Oui, et donc revenons là-dessus. Enfin, moi, je pense très, très sincèrement qu'il va y avoir comme une sorte de dépression.
dans l'opinion publique après ce moment-là. Si elle arrive, on sera là pour l'analyser, évidemment. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. La revue Hérodote, géopolitique des ressources naturelles, la voilà, c'est le numéro de ce premier trimestre. Et puis Bruno Palier, votre livre, Réformer les retraites, qui est publié aux presses de Sciences Po. Merci encore à tous d'avoir participé à cette émission. Je vous dis à demain, évidemment. Et puis notez que Éric Woerth, questeur de l'Assemblée et ancien ministre du Budget, sera l'invité d'Oriane Mancini demain matin à 8h. Belle soirée à toutes et à tous.